membres de l'agence qui sont présents, très nombreux, plus de la moitié de l'agence. Donc bonne matinée. Merci Viviane. Donc, pour commencer, j'aimerais quand même préciser qu'à l'agence, on travaille déjà depuis un certain temps sur des thèmes liés à l'arbre, au végétal et à la nature dans les villes et les villages. Donc il y a différentes publications de ces dernières années, notamment sur les îlots de chaleur urbains, en lien avec la végétation bien sûr, aussi l'accessibilité et les usages des espaces publics, des espaces verts, un opus plus précisément sur les arbres, quelque chose sur la nature en ville qui a été réalisé à l'échelle des 7 agences du Grand Est, et puis une cartographie de la couverture arborée, donc la canopée, sur la région mulhousienne. Donc tous ces documents, comme ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui, sont disponibles sur le site internet de l'agence, vous pouvez les télécharger librement. Voilà, et donc aujourd'hui on va parler plus précisément des deux dernières publications en lien avec cette thématique. Donc un observatoire des haies, pour faire simple, et un petit guide pour la protection des arbres. Sachant que effectivement c'est deux versants d'une politique liée à la protection du végétal, d'une part la connaissance du patrimoine et puis sa protection. Alors tout d'abord, pourquoi protéger les arbres? La plupart d'entre vous, je pense, sont déjà au fait de ces éléments, mais je fais un petit rappel parce que ces journées sont aussi l'occasion d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément spécialistes de la question. Donc ça, ce sont des éléments qu'on avait déjà présentés dans le cadre de la publication Demain les arbres. Vous le savez sans doute déjà, mais la nature en ville, dans les villages et les arbres notamment, nous apportent un grand nombre de services écosystémiques. Ils ont différentes fonctions, et justement pas seulement d'ordre environnemental, mais également d'ordre économique et social. Donc, alors je suis désolée, vous aurez peut-être un peu de mal à lire parce que je crois que le projecteur est un peu en fin de vie. Si jamais, on pourra transmettre le diaporama a posteriori. Et de toute façon, vous avez tous ces éléments et beaucoup plus détaillés dans les publications, au cas où. Donc effectivement, des services très variés en termes de biodiversité, de qualité et de gestion de l'eau, de la ressource eau, mais également donc, tout ce qui est cadre de vie, santé, bien-être, et puis pour ce qui est économie, également aussi en lien avec le cadre de vie, la valorisation du mobilier, etc. Donc c'est vraiment une très large palette, d'où l'intérêt effectivement de protéger ces éléments précieux de notre cadre urbain. Je fais un petit zoom là quand même sur cette fonction de rafraîchisseur, climatiseur urbain de l'arbre. On lui attribue souvent ce rôle, il est effectivement très utilisé, mis en avant dans le cadre des politiques publiques de lutte contre les effets de surchauffe urbaine. Phénomène que vous connaissez sans doute, je ne vais pas le détailler ici. C'est vrai que les arbres apportent déjà de l'ombrage, mais aussi apportent un rafraîchissement de l'air ambiant grâce au phénomène d'évapotranspiration. Vous voyez un petit peu le fonctionnement ici, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne, et que pour rafraîchir l'air ambiant, l'arbre, il a besoin d'eau. Parce que si vous avez un arbre qui est en mauvaise santé en ville et qui n'a pas de réserve d'eau suffisante en été, il ne va rien rafraîchir du tout. Du coup, on peut bien planter des arbres, mais si on ne les plante pas au bon endroit et pas de la bonne manière, et qui ne disposent pas de toutes les ressources dont ils ont besoin, ils ne vont pas pouvoir remplir ces services qu'on leur attribue souvent. Voilà, donc d'où l'importance de les protéger aussi, de protéger leur milieu et les ressources dont ils peuvent disposer.
Alors bien sûr, il ne faut pas non plus se voiler la face et se cacher qu'il y a aussi dans la cohabitation entre humains, faune et flore, il peut y avoir des conflits d'usage. Donc quand on met en œuvre une politique de plantation et de protection du patrimoine arboré en ville et du patrimoine végétal, il faut aussi penser au fait qu'il peut y avoir des espèces allergènes et différents désagréments ou dégâts aux infrastructures, etc. Donc c'est vraiment, ça ne remet pas en cause l'intérêt d'avoir de la nature en ville, mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte pour que la cohabitation se passe au mieux. Et donc pourquoi protéger les arbres? Comme je le disais, effectivement, protéger les arbres, mais pas uniquement la partie visible de ce qu'on peut en voir, mais aussi leur système racinaire, dans un contexte urbain, même dans les villages. Je dis contexte urbain, c'est aussi bien pour les villes ou les villages. Dans un contexte urbanisé, disons, qui n'est pas le contexte forestier auquel l'arbre est naturellement habitué, donc avec souvent de faibles ressources en eau, en sol, un air chaud et sec, un contexte de réverbération, etc., de surchauffe, plus des blessures dues au contexte voilà, avec les véhicules ou les personnes. Donc ce qui veut dire qu'il faut prendre aussi en compte, quand on protège un arbre, toute la partie invisible de l'arbre, son système racinaire, et bien prendre en compte qu'il y a l'importance du socle, du sol, d'un sol en bonne santé, pour pouvoir permettre aux arbres d'avoir une bonne pérennité en ville. Les protéger, c'est aussi protéger leur milieu et leur écosystème en fait. Ensuite, donc effectivement, on a ce temps de l'arbre, ce temps long, le fait qu'il atteigne sa pleine maturité quand même au bout de plusieurs décennies. Donc, l'intérêt de protéger les arbres, surtout les arbres qui sont déjà bien développés, c'est pas effectivement équivalent de compenser l'abattage d'un vieil arbre par un jeune arbre. Alors c'est quelque chose à penser sur le long terme, mais c'est vrai que tant qu'on peut préserver l'existant des sujets déjà bien installés et déjà bien matures, c'est très intéressant. C'est pas, effectivement, on a parfois tendance à se dire on va abattre des arbres, on peut compenser. Cette compensation, elle est effective qu'au bout de plusieurs décennies. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser au renouvellement du patrimoine arboré. Il y a un moment où en ville, vu le contexte, il faut penser au renouvellement des arbres, pouvoir prévoir leur abattage, et bien sûr avec une communication importante auprès des habitants. C'est souvent des choses qui sont difficiles à entendre et à voir, qui sont parfois mal perçues par la population. Donc il faut bien communiquer dessus et surtout avoir vraiment pouvoir le prévoir à l'avance et avoir vraiment une stratégie à long terme et pouvoir anticiper pour avoir un couvert arboré qui soit intéressant à l'échelle globale, à l'échelle de la ville. Voilà, et puis bien sûr, planter, donc c'était l'objet de cette publication sur l'arbre en ville, planter, ok, en quantité, mais planter bien. Donc il y avait toute une série de recommandations de bon sens que les spécialistes ont déjà intégrées depuis longtemps. Et donc, c'est pour ça qu'on a réalisé ces deux publications qu'on vous présente aujourd'hui après ça, puisqu'on s'est dit, c'est intéressant de planter, mais parlons aussi du fait de préserver le patrimoine existant. Donc planter, oui, mais avant tout, protéger le patrimoine existant. C'est un peu l'objet de nos discussions aujourd'hui. Donc je vais passer la parole à mon collègue Mohamed. Merci Cécile. Alors oui, là on a parlé du coup de tout ce qui est arbre, que ce soit donc arbres urbains ou même des arbres en campagne, mais finalement comment on protège ces arbres, notamment quand on voit quand on peut constater des abattages irréguliers, des plantations gênantes, voire des tailles sauvages, ou même quand on a des arbres dans l'espace privé.
Et donc pour ça, on va avoir une large gamme d'outils à disposition, mais en fait qui vont demander de l'anticipation. Et je vais revenir sur ce terme tout à l'heure. Donc on va retrouver des outils réglementaires, juridiques, des dispositifs volontaires contractuels, des dispositifs financiers aussi, à destination des collectivités, et même certaines démarches. Sur les protections donc, juridiques et réglementaires, faut savoir que la protection d'arbres va être intégrée à plusieurs codes ou documents réglementaires. Déjà le code de l'urbanisme. Il faut savoir que dans les documents d'urbanisme, on a des outils qui vont permettre de protéger les arbres. On en a un exemple ici, donc, les orientations d'aménagement et de programmation. Donc ces OAP, elles doivent être compatibles avec les projets d'aménagement. Ça veut dire que tout projet d'aménagement ne doit pas être en contradiction avec les orientations. Généralement, c'est dans un secteur défini. Donc par exemple, ici à Isaac, c'était de dire que les deux arbres qui ont été recensés dans cette orientation, il faut les maintenir. On a d'autres outils dans les documents d'urbanisme. Je pense notamment à la séquence ERC, unité réduite compensée, qui découle du droit de l'environnement, mais qui est utilisé donc, dans les documents d'urbanisme, notamment dans le cadre de l'évaluation environnementale. On va aussi avoir tout ce qui est espace boisé classé, qui vont permettre là de protéger les arbres ou voire certains bosquets. Et en fait, ils vont permettre d'éviter tout changement d'occupation du sol. Et aussi tout défrichement. Du coup, on a aussi le code de l'environnement, parce que si un arbre abrite une espèce protégée ou si lui-même est une essence protégée, il va être forcément protégé par ce code. Le code civil, c'est un peu différent parce que dans le code civil, les arbres en fait sont considérés comme des biens immobiliers. Et en gros, ça veut dire que tout propriétaire, il fait un peu ce qu'il veut de son arbre tant qu'il n'est pas protégé en amont. Et c'est de là en fait que vient ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'anticiper. Parce que finalement, si on n'a pas mis une protection avant, un propriétaire dans son domaine privé, il peut abattre un arbre comme il veut. Il faut savoir que dans le code civil, on a deux exceptions. C'est quand on est sur des arbres en fait qui sont en limite de propriété. On va avoir la prescription trentenaire qui peut être mise en place. En fait, c'est une prescription qui fait en sorte que si on a un arbre en limite de propriété qui fait plus de 2 mètres et qui est là depuis plus de 30 ans, normalement on ne peut pas l'abattre. On va aussi avoir la destination du père de famille, où là on est toujours en limite de propriété. Et en fait, si un arbre était là avant le réaménagement, le remembrement de parcelles, en fait cet arbre peut être préservé. Dans le code rural et de la pêche maritime, on va aussi avoir des protections, mais là, ça va être sous l'impulsion généralement des propriétaires et ça va demander des arrêtés préfectoraux. Et dans le code du patrimoine, si un arbre est intégré à un périmètre de protection du patrimoine, alors il peut être protégé aussi. Au niveau des classements, on peut aussi avoir des outils qui vont permettre la protection des arbres. On a par exemple le bail rural auquel on va ajouter des clauses environnementales. Pour rappel, le bail rural, c'est en fait un contrat d'une durée minimale de 9 ans entre un propriétaire d'un terrain agricole et un agriculteur, par exemple, pour pouvoir donc exploiter le terrain agricole, auquel on peut dans ce bail ajouter des clauses environnementales qui vont viser au maintien ou au changement de pratiques favorables à l'environnement, et donc, par exemple, la sauvegarde de haies ou d'arbres, voire de vergers. Et là, c'est un dispositif volontaire, évidemment, parce qu'il se fait entre le propriétaire du terrain et l'exploitant. Donc, je le disais tout à l'heure, on va avoir tout ce qui est arrêtés préfectoraux. Je pense aux arrêtés préfectoraux de biotope, notamment. Zone Natura 2000, réserve naturelle, espace naturel sensible. Mais là, on est plus en dehors des zones urbaines. On va surtout être dans les zones agricoles, voire forestières. Mais en tout cas, ça permet de protéger vergers, arbres isolés parfois, et surtout haies. Au niveau des classements, on a un dernier classement qui est intéressant, c'est l'obligation réelle environnementale, qui est en fait un dispositif foncier volontaire qui va attacher à un terrain une protection environnementale. Et en fait, quand je dis qu'il va attacher à un terrain une protection environnementale, ça veut dire que même si on change de propriétaire, en fait, les clauses environnementales qui ont été mises dans cette obligation
non restée, pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans. Et donc on parle de maintien, de gestion ou de restauration de milieux écologiques. Et à l'intérieur, on peut évidemment intégrer la protection des arbres, des vergers ou des haies. Parmi les outils, on va avoir les labels qui peuvent être intéressants, que ce soit donc végétal local, arbre remarquable, label bas carbone. Ils n'ont pas de valeur réglementaire ou juridique, mais en fait, ils vont être intéressants. Donc ici, vous avez par exemple un chêne pédonculé qui a été donc arbre remarquable, c'est le label qui est là-haut. Et donc ça, c'est à Saint-Yves-des-Choses, dans le sud d'Alsace. Et en fait, ces labels, ils sont intéressants parce qu'ils vont permettre de mettre en valeur les arbres. Et là, j'ai une petite histoire en tête qui s'est passée dans un petit village de la Marne, où en fait, on avait donc c'était un peuplier noir, qui a été brûlé à cause d'un feu d'artifice. En fait, c'était un vieux peuplier de plus de 300 ans, et il avait des cavités, et puis à un moment, il a été brûlé partiellement. Et donc, le propriétaire et la mairie ont décidé d'abattre l'arbre, alors qu'une expertise avait été faite, et l'expertise avait montré qu'on pouvait simplement élaguer l'arbre, et en élaguant cet arbre, on aurait pu le maintenir en bonne santé. Le propriétaire et la mairie ont décidé autrement, et du coup, il fallait l'abattre, et on a donc des habitants qui ont décidé de médiatiser l'affaire en inscrivant, c'est pas cet arbre, mais en inscrivant l'arbre du coup au label arbre remarquable. Et l'arbre a été élu au niveau national, ce label, et en fait ça a permis de médiatiser l'affaire. Et la mairie et le propriétaire sont revenus sur leur première décision, et finalement l'arbre en question a pu être protégé. Et donc là, c'est quand même des outils intéressants parce qu'ils permettent de médiatiser, de mettre en avant les arbres. Et de valoriser aussi le patrimoine, enfin des particuliers, ça peut être aussi volontaire pour mettre en valeur leur bien, un objet de fierté aussi. Pour les collectivités, on va évidemment avoir tout ce qui est dispositifs financiers, que ce soit les fonds verts pour la renaturation en ville notamment, territoire engagé pour la nature, les dispositifs de la PAC et les paiements pour services environnementaux. Ces paiements pour services environnementaux, ils sont intéressants parce qu'ils vont rémunérer les agriculteurs en fonction de leurs efforts pour protéger les services rendus par la nature, donc les services écosystémiques. On parle de 100 à 120 € par an par hectare, et j'ai pu lire que finalement, pour certains agriculteurs, ça pouvait quand même faire 6 à 7 000 € en fonction des terres qu'ils possédaient par an, ce qui n'est pas négligeable. On va aussi avoir tout ce qui est charte, notamment la charte de l'arbre. C'est donc un document cadre qui va permettre de mettre en avant les dispositions pour préserver les arbres. Et en fait, il est intéressant parce qu'il va mettre en relation plusieurs partenaires, donc les concessionnaires du réseau, les aménageurs, les promoteurs, les entreprises, les habitants. Et du coup, c'est un support de connaissances et de principes. Et en fait, cette charte de l'arbre, elle est déclinée opérationnellement avec le plan Canopé. Où là, en fait, on va avoir des actions vraiment concrètes pour la protection des arbres. On en arrive aux sanctions parce que, évidemment, que si on dévoile illicitement, on va avoir des sanctions. Déjà, il faut pouvoir la constater, la sanction. Que faire en cas de sanction? C'est déjà de prendre des photos, relever les lieux où ça a été fait, et il faut s'adresser soit à la mairie, soit en préfecture ou à l'OED. À savoir que le maire, il a un pouvoir de police pour protéger les arbres, il peut faire des constats, il peut signaler des infractions, mettre en place des sanctions financières ou des arrêtés de mise en demeure. Évidemment, il y a des limites à cette protection, parce que, déjà, vous l'avez vu, il y a plein de codes, il y a plein de droits, c'est pas simple. Tout le monde ne sait pas forcément si son arbre est protégé ou pas, et une fois que l'arbre est abattu, il est abattu. Donc, et en plus, pour constater l'infraction, il faut avoir un suivi régulier sur le terrain qui ne peut pas toujours être fait. Juste pour ça, à titre d'information, abattre un arbre, c'est quand même 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € si on n'a pas l'autorisation. Donc on en arrive à la sensibilisation, parce que finalement, pour éviter d'avoir à sanctionner, il vaut mieux sensibiliser avant.
Il y a plusieurs manières de sensibiliser. Par exemple, ici aux États-Unis, ils ont décidé d'afficher le prix des services écosystémiques rendus par les arbres. Donc là, vous le voyez, c'est écrit $790. En fait, c'est pour chaque arbre. Ils ont estimé sur les 10 années à venir les services écosystémiques rendus. Je vous avoue que je trouve que c'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est le calcul qui avait été fait dans ces cas-là. On a aussi la participation. Par exemple, la ville de Rennes, elle a mis en place une opération de recensement des arbres remarquables et elle s'est engagée à mettre sous protection de ces arbres remarquables dans leur PLU, que ce soit par la mise en place d'espaces boisés classés ou de zones de protection. On a également, donc, c'est ici à Londres, des initiatives qui ont été mises en place. Alors, c'était dans un arrondissement de Londres. Et en fait, c'est des initiatives qui sont mises en place. En fait, les habitants vont demander à la commune qu'ils veulent planter un arbre. Ensuite, la commune va le planter, mais finalement, elle va le planter avec un engagement de ses habitants pour en prendre soin les premières années. Et c'est intéressant parce que finalement, les habitants, ils vont se fédérer autour de ces plantations d'arbres. Ils vont les protéger, les arroser les premières années, et ça va permettre de diminuer le taux de mortalité des jeunes arbres. Parce que dans ce cas-là, il était à 1%, ce qui est vraiment très très bas. Et on a aussi tout ce qui est soutien aux initiatives, et ça peut être fait par des entreprises, des collectivités, des associations. C'est notamment ce qui a été fait ici, donc aux États-Unis et au Canada, sur le dépavage. Donc en fait, associations, collectivités et entreprises se sont donc organisées pour mobiliser des citoyens à dépaver des chemins, des routes, pour les transformer en infrastructures vertes. Et ça a permis de créer des espaces verts, de créer des moments de convivialité, des espaces de repos, etc. Voilà. Alors, tout ça c'est bien, mais finalement, pour pouvoir protéger les arbres, il faut aussi les connaître. Et ça va être le sujet de la suite avec Cécile. Merci Mohamed. Bon, on a vu, il y a pas mal d'exemples en fait, de pays anglo-saxons. Alors il y a plein de choses qui se font aussi en France et ailleurs en Europe, mais c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a quand même une approche du patrimoine arboré qui est particulière, où il y a vraiment une prise en compte presque forestière en fait, du patrimoine arboré urbain. Donc, ils approchent vraiment l'ensemble arboré, que ce soit sur le public et le privé, et avec une approche et un mode de gestion qui se rapproche de gestion extensive forestière. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis pour compléter aussi, de manière plus proche de nous, il y a des initiatives, notamment avec le Conseil de développement de Mulhouse-Alsace Agglomération, qui a produit l'année dernière, grâce à un petit groupe d'études spécialisées, un guide pour planter et entretenir des arbres fruitiers, et qui accompagne, je crois, les collectivités qui souhaitent mettre en place ce genre de, par exemple, des fruitiers sur leur conservatoire ou des fruitiers même sur l'espace public. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez venir me voir et puis je vous donnerai le contact au Conseil de développement. Voilà. Donc pour en venir à la suite, sur cet observatoire des haies, donc c'est un titre un peu simplificateur, puisque on va voir qu'on va s'intéresser pas seulement aux haies, mais à d'autres structures arborées. La genèse un peu de ce travail, c'est un constat, enfin une sensibilité à la question à l'agence, mais aussi le constat qui a été fait à l'échelle nationale, la disparition des haies dans nos paysages, avec quand même des chiffres assez affolants de 70% de haies qui ont disparu de nos bocages depuis les années 50. Alors, sur les années 50, avec le remembrement, le changement des pratiques agricoles, l'évolution des paysages répond aussi à l'évolution de pratiques économiques et de besoins de fonctionnement dont on est tous partie prenante. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que cette érosion du linéaire de haies, elle continue toujours aujourd'hui, avec dans les années
plus récemment encore 20 000 km à l'échelle nationale qui disparaissent chaque année. Bon, donc c'est quand même un souci. Il y a d'ailleurs, je crois l'année dernière, un plan pacte national pour la haie qui a été annoncé à l'échelle gouvernementale pour justement faire un peu un guichet unique justement par rapport à la multiplicité des codes qui s'intéressent à la question, avoir une réflexion sur l'unification des réglementaires, des différents codes qui ont trait à l'arbre et aux haies, et puis des financements de plantation. Donc toujours effectivement des plantations. On peut planter et planter, mais si on continue à abattre des haies, en fait l'érosion va plus vite que les plantations. Donc d'où l'intérêt, étant donné le patrimoine aussi sur la région mulhousienne, de différentes formes arborées dans les secteurs agricoles périurbains, on a jugé intéressant de lancer un observatoire, donc faire un relevé à un temps, donc en 2021, basé sur des photos aériennes de 2021, pour avoir un peu un temps zéro, un point de départ d'un observatoire, et pouvoir suivre l'évolution de ces structures arborées et éventuellement aussi orienter, conseiller sur des actions à mettre en place ou des secteurs à enjeu ou voilà, des modes d'implantation particulière. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'aide d'un collaborateur Florian, donc, qui a dessiné à la main l'ensemble des structures arborées sur la région mulhousienne. Donc tout d'abord, il y a eu tout un travail de réflexion sur une typologie, puisque chez nous, on n'a pas vraiment de paysage bocagé, typique d'autres régions de France. Donc on a finalement relativement peu de haies. On a toute une typologie d'infrastructures arborées dans nos espaces agricoles et naturels périurbains. Donc on a des haies, soit, mais aussi beaucoup de bandes boisées, donc qui ont une emprise un peu plus importante, des alignements. On a bien sûr toutes les ripiciles, donc c'est les végétations arborées qui accompagnent, le cortège arboré qui accompagne les cours d'eau, les bosquets, les friches, les vergers, etc. Donc on a regardé un peu, mis en place cette typologie pour pouvoir ensuite les caractériser et les inscrire, les repérer cartographiquement à partir de photos aériennes et avec des vérifications de terrain. Donc je précise que, étant donné nos compétences en interne à l'agence, on s'est vraiment attelé à repérer l'aspect géographique et structurel de ces formes boisées. On n'a pas eu d'analyse sur l'état phytosanitaire ou des listes d'espèces, des choses comme ça. C'est peut-être quelque chose qui pourrait se développer à l'avenir. En effet, ça serait intéressant d'avoir un aspect qualitatif. Mais là, c'était vraiment repérer la dispersion, enfin, l'organisation territoriale de ces structures-là. Et donc, pour préciser aussi, on a travaillé sur le territoire périurbain, agricole, et des espaces agricoles ou naturels, donc en fait tout sauf les espaces urbanisés et la forêt. Donc, alors, vous ne voyez pas très bien sur cette carte avec cette projection. Vous pouvez bien sûr télécharger le document, vous avez aussi des zooms sur les différents secteurs de l'agglomération mulhousienne. Donc on a une cartographie finalement assez précise qui nous a permis d'une part de mesurer la surface de ces infrastructures arborées, mais aussi leur linéaire et puis leur distribution en fait dans les différentes communes. Donc on s'aperçoit que toutes les communes disposent d'un tel patrimoine, bien sûr à différents niveaux de couverture en fonction de l'histoire et puis de la position géographique des communes. Ces infrastructures arborées, elles couvrent en moyenne 6% des espaces ouverts naturels et agricoles, donc de la zone d'étude qu'on a analysée. Et puis quand même des résultats très divers en fonction des communes. Ça semble évident, mais on peut avoir entre 1 et 15 km de haies en fonction des communes.
Voilà, donc ça nous a permis de sortir quelques chiffres. Hein. L'idée, c'était pas forcément de rester sur ces chiffres-là ou de cibler telle ou telle commune. Hein. C'est d'avoir vraiment un temps zéro, un point de départ pour ensuite reprendre. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a quand même, en termes d'hectares, ça a l'air de pas grand-chose sur la carte ici. Hein. C'est un fin maillage, hein, c'est assez subtil, mais en réalité, c'est quand même des surfaces importantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des structures fines avec des interfaces. Du coup, c'est un linéaire d'interface très important. Et on sait qu'en termes de biodiversité, c'est justement l'interface entre différents milieux qui est très riche. Donc, tout l'intérêt d'avoir ce genre de maillage fin et d'infrastructures très imbriquées et très variées sur ces espaces agricoles et périurbains. Donc là, vous ne voyez pas grand-chose, je pense. Non. Bon, on avait reporté par rapport à la taille de l'espace agricole et périurbain, ce que ça pouvait représenter. Donc ce que vous avez en vert clair, c'est les structures arborées hors arbres isolés vergers, hein, on a mis de côté. Et ce qui est en vert bleu ici, en fait, c'est la surface de la ripisylve, hein, donc ce qui accompagne les cours d'eau. Donc c'est quand même, cette ripisylve, elle est très très importante sur notre territoire. En termes de surface, c'est vraiment une grande part de ces infrastructures arborées, bien sûr, étant donné que c'est un peu une des caractéristiques de notre territoire de disposer de nombreux cours d'eau qui le parcourent. Et sur ce petit schéma, enfin, sur ce graphique, je trouve que c'est intéressant. On voit donc tout ce qui est... Moi, je vois vraiment rien, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon. Donc, on a la zone d'étude ici, vous avez du beige, là, avec cette petite partie verte qui est donc vraiment constituée des infrastructures arborées, et puis la tâche urbaine et la forêt, donc comme on a dit, on l'a mis un peu de côté. Et je trouve ce graphique intéressant parce qu'on voit un peu cette fine frange, là, ici, qui a l'air de rien, mais qui est assez précieuse, et donc ça vaut le coup de s'y pencher et de regarder sa composition plus précisément et d'en suivre l'évolution. Donc, dans ce travail, on a finalement un niveau de détail assez important. Donc, on a en annexe de la publication un atlas par commune. Donc, vous pouvez voir par secteur. Et si les communes le souhaitent, on peut même faire un extrait sur tel ou tel secteur. Hein. On a l'information géographique à disposition pour nos membres. Et donc, voilà, ça a déjà été utilisé, c'est des données qui ont été versées pour les travaux du plan local d'urbanisme intercommunal, donc qui sera intégré dans la réflexion sur la trame verte et bleue. Et c'est aussi des choses qui ont été utilisées pour croiser avec d'autres données dans le cadre d'un groupe de travail sur les collines de la région mulhousienne. Donc, pour effectivement essayer de trouver des secteurs à enjeu sur lesquels il y aurait l'intérêt de renforcer la trame verte et bleue. Donc c'est un des éléments qui a été croisé avec les autres données. Donc on voit que c'est déjà utilisé en tant que tel, et puis l'idée c'est de voir effectivement peut-être tous les 2-3 ans comment tout ça évolue. Alors il y a quand même des pistes de développement, j'en parlais plus tôt avec... on peut envisager d'avoir un repérage un peu plus qualitatif sur l'état phytosanitaire, toutes les questions de gestion des haies par exemple. On sait que c'est parfois compliqué pour les agriculteurs d'avoir les outils disponibles pour les entretenir de manière satisfaisante. Enfin, voilà, il y a tout un travail d'accompagnement peut-être et de dialogue à avoir avec les parties prenantes, les différents partenaires. Avoir une meilleure connaissance aussi des essences qui constituent ces infrastructures arborées. Et puis, et ça c'est quelque chose sur laquelle on va sans doute travailler dans les années qui viennent, une mise en lien avec les infrastructures arborées en zone urbaine. Donc on a déjà fait des travaux sur la canopée, donc la couverture arborée en ville.
On avait fait ces approches à un moment où on n'avait pas encore les données qu'on a aujourd'hui. Hein. Très récemment, il y a eu des nouvelles bases de données qui sont sorties. LIDAR, COSIA, donc ça c'est des bases de données d'occupation du sol qui sont très précises et qui permettent d'avoir une connaissance beaucoup plus précise, une cartographie plus précise du couvert arboré en ville. Parce que ça c'était assez compliqué d'avoir quelque chose de fiable. Donc c'est sans doute une des pistes sur lesquelles on va pouvoir travailler aussi. Et alors pour conclure, c'est vrai que c'est intéressant de mettre en place cet observatoire, d'avoir une connaissance de ce patrimoine-là. Et l'idée, donc, c'est une connaissance quantitative, mais ça permet aussi d'alimenter une certaine réflexion. On se dit, on parle des haies. Faut bien comprendre que sur notre territoire, enfin, on peut se poser la question, quel est le sens de planter des haies? Est-ce qu'il ne faut pas planter plutôt d'autres formes arborées, des bancs boisés, des bosquets, enfin en fonction des opportunités foncières aussi, parce que ce n'est pas évident de trouver l'espace pour compléter le réseau arboré qui est... voilà, on voit l'évolution là depuis les années 80. Notre paysage, ce n'était pas un paysage de bocage, hein, c'était beaucoup d'arbres isolés, de vergers. Les champs étaient vraiment constellés de choses très ponctuelles. Et donc c'est bien ces éléments ponctuels qui disparaissent de manière insidieuse, hein, c'est peut-être moins visible parce que c'était très disséminé. Donc voilà, sur une évolution qu'on va pouvoir suivre et que peut-être rétrospectivement aussi on pourra récupérer des chiffres pour voir comment les choses ont évolué et comment on peut envisager de faire évoluer le paysage, peut-être de manière différente, pas forcément revenir sur des images, un paysage d'avant, mais trouver des formes de plantation qui conviennent aussi à la manière, à l'agriculture telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et aux différents besoins aussi des habitants, puisqu'il y a quand même un aspect récréatif dans ces espaces pré-urbains. Voilà, donc pour conclure, on a effectivement, 43, j'ai encore 2 minutes pour conclure. Pour une fois, j'ai pas trop débordé, ça nous laisse un peu le temps de discuter ensuite, il y aura sans doute des questions. Donc pour conclure, les enseignements de ces travaux, c'est se dire vraiment déjà agir en plantant, donc faire de nouvelles plantations pour compléter ce réseau, certes, mais aussi préserver l'existant, c'est quand même... je pense même peut-être la première action à mettre en œuvre. Comme je le disais, enrichir le paysage d'aujourd'hui, mais sans forcément revenir en arrière, en réinventant le paysage de demain en fonction des pratiques et des besoins actuels. Et puis, pour conclure un peu sur les deux travaux qu'on vous a présentés, il y a quand même des principes de base qui sont valables pour les deux. Hein. C'est pour une bonne protection du patrimoine existant, effectivement déjà connaître ce patrimoine, ça semble une évidence, mais c'est pas toujours le cas. Donc l'observer, le connaître, cibler les objectifs, ça aide à cibler les objectifs pour pas partir dans tous les sens et avoir une action vraiment efficace. Et puis travailler avec les partenaires, former, informer les professionnels, travailler aussi avec les particuliers, les habitants qui comme vous le savez, hein, la couverture végétale en ville, elle est en grande majorité sur l'espace privé, donc travailler aussi avec les particuliers. Et puis mettre en place des outils adaptés, réglementaires ou contractuels, sachant qu'ils ne sont pas parfaits, on n'arrive pas toujours au bout des démarches, mais c'est vraiment l'ensemble de ces champs d'action qui vont pouvoir contribuer à une réelle protection du patrimoine arboré. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et donc, justement, on parlait un peu plus tôt de la charte de l'arbre. J'avais dit que j'allais oublier d'en parler. Effectivement, on a vu que l'un des outils, c'est la charte de l'arbre. C'est vraiment un document contractuel qui est souvent associé à de l'animation, donc c'est très intéressant. Et déjà de nombreuses communes dans le sud d'Alsace en ont une. Je connais
celle de Hunin, il y a Mulhouse, etc. Et là, cette année, on va travailler un peu une mise en musique et une rencontre entre les services espaces verts des communes de M2A, voir un peu si en fonction de leurs besoins, on pourrait proposer une réflexion sur une charte de l'arbre intercommunal à l'échelle de l'agglomération. Voilà. Donc bien sûr, on n'est pas dans des principes qui sont à la même échelle d'une ville où on est dans le détail, mais avoir des principes partagés à l'échelle de l'agglo, ça serait intéressant et ça permettrait de discuter de ce sujet et peut-être d'avoir d'autres pistes d'action proposées. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Michel Bourguet, membre du Conseil de développement et de pas mal d'associations naturalistes. On a été très marqués ces derniers temps, y compris cet hiver, par des coupes importantes sur le long des infrastructures. On pense au canal en sortie de Mulhouse vers Brunstadt et Silisheim. On se souvient des talus SNCF il y a quelques années. Et on se rend bien compte qu'il y a à la fois une nécessité de sécuriser les infrastructures et on comprend que les gestionnaires soient inquiets quand le patrimoine arboré vieillit. On a l'impression aussi que le dialogue entre ces gestionnaires d'infrastructures, les collectivités locales et les habitants se passe mal. Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration ou est-ce que... Voilà, je souhaitais ouvrir le débat parce que je crois que c'est quand même important. Et je parlais d'infrastructures, évidemment les voies de communication, VNF, SNCF, mais aussi certaines communes ont été tentées de couper des arbres présumés dangereux en bord de route, et c'est toujours un choix compliqué à faire. Et on a aussi un cadre réglementaire qui a évolué, puisque réglementairement, il ne devrait plus à terme y avoir d'arbres sur les digues de protection contre les inondations, alors que dans la région mulhousienne, on a beaucoup de digues arborées. Oui, merci de votre contribution. C'est vrai que l'accompagnement des infrastructures, c'est une belle part du couvert arboré. Alors, je n'ai pas forcément la solution. C'est clair que le dialogue, dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut, c'est ce sur quoi il faut tabler. Alors, dans l'exemple qu'on a présenté là sur la charte de l'arbre et le plan canopé, c'est la métropole de Lyon qui a mis ça en place. Alors, eux, ils ont une politique de gestion du patrimoine arboré qui date déjà de plus de 20 ans. Et donc, ils ont commencé par une charte de l'arbre. Et le plan canopé, c'est vraiment un plan d'action, comme le disait Mohamed, et tout au long de l'élaboration de ces deux documents, la personne, quand ils ont présenté ces documents, ils ont dit, voilà, c'est bon, les principes, on les a depuis un moment, et tout le travail maintenant, c'est d'animer le réseau des acteurs, de se mettre autour de la table et d'avoir, c'est vraiment ça maintenant leur cœur de travail. Donc lui, le spécialiste des arbres qui nous présentait ce travail-là, il me disait en fait moi je fais de l'animation entre différents partenaires privés, publics, les collectivités, les habitants. Enfin c'est vraiment, ils ont en fait une liste de partenaires dans leur plan canopé qui est assez impressionnant, les associations, etc. Et il y a un gros travail, ça prend du temps et de l'investissement pour arriver à faire converger les intérêts, à trouver des concessions, à trouver des solutions, et ça passe. Eux ont vraiment été très loin dans cet aspect du dialogue, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à développer ici aussi. Il y aura peut-être d'autres remarques sur ce sujet. Je voudrais faire une remarque et je viens devant, parce que vous avez cité l'action qui a été menée par le CDD. Tout à fait. Et aujourd'hui, mon ami Jacques Collomb ne peut pas être présent, mais je suis le copilote du groupe de travail et donc j'ai pu venir vous présenter en quelques mots ce travail qui est très important, parce qu'il y a une chose qui n'a pas été dite sur la fonction de l'arbre. Il a été dit qu'effectivement on a travaillé sur les arbres fruitiers, mais il y a des arbres fruitiers et les arbres fruitiers servent à nous nourrir. On pourrait se nourrir dans la région de Mulhouse avec les arbres fruitiers. Comment faire ?
Les arbres fruitiers étaient dans toute la périphérie, et en particulier, il y en avait à Dornac, où quand, par urbanisme, on a installé les coteaux, on a abattu 3000 arbres fruitiers. Si vous regardez les anciens plans de Mulhouse, je parle des plans Renaissance ou Moyen-Âge, vous voyez des enclos avec des vergers en ville. Donc on peut revenir avec l'arbre fruitier dans les communes, on peut revenir avec l'arbre fruitier en ville, on peut refaire une ceinture d'arbres fruitiers autour de la ville, et on peut penser à l'arbre fruitier dans nos PLU, dans nos PLUI, etc. Et donc c'est ça que je viens un petit peu défendre. Alors comment ça s'est passé? Le CDD, un certain nombre de membres se sont auto-saisis de ce sujet et ont décidé que pour pouvoir planter des arbres fruitiers, il fallait savoir comment faire. Donc on a travaillé pendant 1 an sur un guide complet, comment installer des vergers communaux. Donc les communes peuvent s'en saisir totalement de ce guide. Comment planter aussi en ville. Et en ville, on s'est rendu compte qu'on peut travailler sur les haies. Et les haies fruitières, elles ont besoin d'une structure, mais elles prennent très peu de place. Donc, grâce à des porte-greffes, à des greffons de toutes les variétés d'arbres fruitiers que vous voulez, on peut planter des haies fruitières en ville, partout où c'est possible. Ça peut être compliqué au niveau foncier, au niveau des propriétaires, mais donc je vous invite à vous intéresser à l'arbre fruitier en ville. Et si vous souhaitez avoir les coordonnées de ce guide, je l'ai là sur mon téléphone, je peux vous le passer. Je suis référent dans ce domaine, vous pouvez me contacter et puis je peux vous expliquer comment faire pour développer l'arbre fruitier en ville et qu'on puisse se nourrir au lieu d'amener tout ça en camion. Oui. Merci beaucoup. Vous faites des accompagnements auprès des... Oui, on va laisser la parole aux autres Pardon, aussi, mais c'est intéressant. je veux rajouter un point à ce que disait Michel Bourguet, c'est qu'on va travailler aussi sur les dents creuses en ville, notamment avec Alsace Nature, et on va faire une visite ce samedi à ce sujet qui partira de la gare de Dornac, parce qu'une de nos préoccupations dans le PLUI, c'est la restriction de toutes les dents creuses en ville pour pouvoir urbaniser toute la ville et la bétonner complètement, donc on s'en inquiète un petit peu. Oui, je caricature. Oui, l'idée c'est pas que ce soit ça, mais effectivement, c'est intéressant, là vous confirmez que la connaissance de ces dents creuses, qui est un terme vraiment assez horrible, hein, mais on est d'accord. Et donc on pourra rajouter le lien vers votre publication sur le PowerPoint qu'on diffusera comme ça. J'ai pas fait attention à l'ordre de... excusez-moi. J'ai pas fait attention à l'ordre de parole, excusez-moi. Oui, Annie Laroche-en-Vert, je pilote, je suis du CDD aussi, je représente le CDD et je pilote le groupe Engageons-nous vers la sobriété énergétique. Et je prends le relais en disant oui, l'arbre est un partenaire face au réchauffement climatique et il faut y penser, face aux inondations aussi, et il faut y penser. Et donc la région mulhousienne est concernée. Et il faut vraiment travailler aussi dans ce sens-là, sur une vision à court et moyen terme hein, de tous les aléas climatiques, en faisant de l'arbre notre partenaire et en réarborant. Pareil pour les haies vivent comme partenaires, comme auxiliaires pour les agriculteurs. Alors qu'est-ce qu'il y a comme travail d'accompagnement, de formation à faire dans ce domaine-là, contre les pesticides, contre cette surchimie au niveau agricole. Et j'ajouterais que j'étais très surprise, je me suis rendue à Haute-Marseille, mon village, à plusieurs réunions de quartier, et les gens se plaignent avant tout, et en premier, des feuilles mortes. Et là, il y a vraiment, vraiment un gros travail à faire de sensibilisation, mais depuis les écoles jusqu'aux mairies qui ne doivent pas aller dans le sens de la population. Il faut savoir aussi faire passer des idées qui sont de l'ordre de l'urgence. Tout à fait. Je pense qu'on a certaines personnes de service espace vert qui confirment au quotidien. Une bonne time. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est ensuite l'entretien et la taille, parce que on a beaucoup le problème de long du chemin de fer entre de la voirie communale et la voie ferrée. Et bien, les haies sont là, et après c'est toujours le service technique, les agents communaux, et ça représente une belle masse de travail quand même. Et de la même manière, on est favorable à la plantation de haies sur des terrains communaux, parce que depuis quelques années,
on préempte autant que tout ce qui est possible au niveau espace naturel sensible dans notre colline, mais bon, derrière, planter c'est une chose, mais après il faudra bien que ça ait un développement sécurisé et harmonieux, et notamment aussi arroser peut-être à certains moments avec la sécheresse, voilà, c'est un peu des questions. Ouais. C'est clair, c'est vrai que j'ai pas assez parlé d'entretien, mais c'est un élément très important. Et après, le choix des essences aussi, on fait des formes végétales adaptées qui nécessitent le moins possible de taille, et il y a quand même toujours un entretien. D'autres remarques, contributions? Je reviens sur la charte de l'arbre. Quel type d'animation on peut faire autour de ce document? Parce que nous, on en a une. C'est vrai qu'on ne le fait pas vivre, à part le faire signer par des gestionnaires qui vont peut-être même pas le lire, qui vont le signer juste pour le signer. Comment faire un vrai outil d'animation dans le Ah oui, alors peut-être dans le fait, enfin peut-être à l'occasion de se dire réviser cette charte et du coup de la co-construire. En fait, si on associe différents partenaires principaux à l'élaboration, c'est déjà quand même plus engageant, quoi. Après, bon, chacun est occupé par mot et par mot, mais quand même de faire participer dès l'élaboration, ou faire évoluer le document pour peut-être intégrer et bien comprendre les besoins et les enjeux des différents partenaires, pour adapter aussi non seulement les principes, mais aussi la manière dont on les applique. Et puis après, il peut y avoir toutes sortes d'animations un peu festives, même finalement auprès du grand public, pour tout ce qui est du patrimoine arboré chez les particuliers. Voilà, une fête de l'arbre, lancer un recensement des arbres remarquables. Enfin voilà, il peut y avoir aussi ce genre de choses. Et sans doute, je pourrais regarder un peu ce qu'a fait Lyon, parce qu'eux, ils ont même des journées où ils mixent de la musique, il y a des interventions artistiques en lien à l'art. Enfin, c'est très très varié en fait. Donc, en fonction du réseau associatif local, ça peut, il faut se baser aussi sur les forces vives locales, quoi. Il y a quelqu'un qui vient. Je vous laisse. Voilà, juste rajouter, à Upside, on a anticipé un petit peu au niveau du PLI aussi, pour protéger les arbres, notamment l'allée de Tilleul, qui va de la gare presque jusqu'au centre, et ensuite au niveau de la sortie du village. Après, il y a eu des voiries qui ont dû être reprises, et où les conduites de gaz étaient prises dans les racines de certains arbres. Et dans le cadre de ces travaux, il a bien fallu en sacrifier quelques-uns, mais ça a été largement compensé. Et c'est vrai que sur le coup, ça crie fort au niveau des riverains, mais enfin, ceux qui voudraient les maintenir, parce que d'autres aimeraient bien les enlever, ça aussi. Mais une fois que c'est fini, et bien, tout le monde est content, et les arbres plantés en remplacement reprennent bien leur place. Et voilà, ça c'est vraiment quand même très appréciable. Bonjour à tous, je suis adjointe à Riedisheim. Je m'occupe de la transition environnementale et je voudrais revenir sur le point de protection juridique de l'arbre. Parce que tant qu'on considérera que l'arbre est un meuble, je ne vois pas comment on pourra bien le protéger. Donc on a un exemple, à Riedisheim, on a porté plainte contre un promoteur qui a abattu 2 arbres remarquables. On a perdu en première instance, gagné en appel, et maintenant le promoteur, il va jusqu'au Conseil d'État pour avoir raison. Et là, on se rend compte que la loi n'est pas pour l'arbre ou pour la nature en général, aucune protection légale n'est assez solide pour protéger. Il y a des dispositifs, mais finalement, c'est difficile d'aller au bout. C'est exactement ça en fait. Même moi, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que l'arbre, ça reste un bien dans le droit. Et c'est vrai qu'en fait, il faut vraiment essayer d'anticiper au maximum. Et c'est compliqué parce qu'il faut connaître son patrimoine. Mais pour pouvoir le protéger, il faut vraiment faire en sorte de mettre ces dispositifs en place avant que le problème arrive, si je puis dire.
Oui. Il s'est déplacé. Oui, et même quand c'est le cas, ça aboutit pas toujours, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que là, on est un peu démunis à l'échelle locale, mais il y a vraiment des propositions de loi sur le fait de faire évoluer le code, en fait. Donc de faire fusionner différents codes, de changer le statut de l'arbre. Il y a des démarches aussi le long du fleuve Loire, justement, pour en fait donner une personnalité, peut-être pas le terme, mais juridique à un élément naturel, comme si, voilà, pour qu'il ait un droit en tant qu'élément naturel. Et les choses sont en train d'évoluer et je pense que ça va dans le bon sens. Ouais. Oui. Et on va ensuite continuer le débat ensuite autour du pot. Je voulais revenir sur les deux photos, les deux vues aériennes. Oui. On constate effectivement une érosion. Voilà, on constate une érosion très importante de tous les arbres diffus. Et en même temps, on voit les bosquets qui s'épaississent. Et donc, on voit apparaître de nouveaux espaces qui vont être des espaces forestiers. Oui. On ne va pas s'en plaindre. Non. Mais actuellement, on est dans une situation tendue, c'est-à-dire que quand il y a un défrichement d'espaces forestiers, le droit et l'habitude poussent à faire une compensation en plantant encore des espaces forestiers. Et on aurait peut-être plus de qualité écologique en plaidant pour qu'un défrichement forestier soit compensé par des plantations de haies, de reconstitution de ripisylves et d'alignement, et pas par surface équivalente de boisement forestier. C'est possible dans le droit, c'est pas très impliqué, ça fait pas l'unanimité ni des collectivités ni des associations naturalistes, mais je pense qu'il faudrait ouvrir la réflexion dans ce sens-là. Oui. La surface forestière en France continue à croître, on va pas s'en plaindre, mais il y a une espèce de défense spécifique de la forêt, alors que les haies et les arbres diffus sont, à mon sens, plus importants à défendre que la stricte équivalence du patrimoine forestier. Et je ne dis pas ça pour dire qu'il faut couper toutes les forêts, vous m'avez compris. Merci pour ce mot conclusif. D'ailleurs, Mohamed est en train de travailler sur la compensation. Je travaille sur la publication, sur la séquence équipée réduire compensée de l'évaluation environnementale. Et elle devrait sortir normalement à la mi-mars, si tout va bien. Voilà, vous verrez ça prochainement. Et il est midi passé, on va pas conclure, mais en tout cas, on vous invite à poursuivre les échanges autour d'un apéritif avec Anne et Clary qui sont en poste. Juste pour vous indiquer le prochain événement de l'agence. Donc c'est encore Mohamed, travailler sur le matinal. Donc le matinal, c'est un format le jeudi à 8h le matin, 8 à 9, mais en 2h du petit-déj aussi. C'est un sujet qui a été insufflé par le CIVOM de la région Mulhouse-Sud-Alsace, qui a changé de nom, Mulhouse-Sud-Alsace, qui est notre nouvel adhérent, sur les questions d'eau pluviale urbaine, la fin du tout tuyau, point d'interrogation. Voilà, c'est un bon programme de CIVOM financé en partie par l'agence de l'eau. Voilà, donc j'ai donné la date, 27 mars, à 8h. Voilà, venez nombreux. Et passez l'info. Merci. Et bonne journée.